Pendant que 3 héritiers Delon s'entre-déchiraient devant les caméras et les tribunaux, une femme silencieuse observait depuis l'ombre de la propriété de Douchy. Hiromi Rolla, la gouvernante japonaise qui avait consacré 30 années de sa vie à servir Alain Delon, venait de recevoir un appel de l'étude notariale. Le testament avait été modifié. Pas en 1990, pas en 2010, mais en 2023, au cœur même de la bataille judiciaire qui opposait Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Selon des sources proches du dossier, cette femme discrète, que les enfants considéraient comme une simple employée, pourrait, selon leurs pires craintes, hériter de millions d'euros, voire même de la demeure où le monstre sacré du cinéma français avait passé ses dernières années. Comment une gouvernante étrangère avait-elle pu s'emparer de l'héritage d'une légende vivante? Qui avait réellement tenu le stylo lors de cette signature fatidique? Et surtout, pourquoi personne n'avait vu venir ce coup de théâtre digne d'un scénario de film noir? La propriété de Douchy, dans le Loiret, ressemblait à un décor figé dans le temps. Les murs de pierre blanche gardaient les secrets d'un homme qui avait incarné la beauté glaciale et la violence contenue sur les écrans du monde entier. Mais derrière les volets clos, une autre histoire se jouait. Hiromi Rollin n'était pas une inconnue pour Alain Delon. Elle était entrée dans sa vie au début des années 90, recommandée par un ami commun. À l'époque, l'acteur traversait une période tumultueuse. Sa séparation avec Rosalie Van Bremen venait de s'achever dans la douleur. Ses enfants grandissaient loin de lui. Les rôles se faisaient plus rares. Il cherchait quelqu'un de loyal, quelqu'un qui ne le trahirait jamais pour un article dans le magazine parisien ou une interview à la télévision. Hiromi correspondait parfaitement à ce profil. Discrète jusqu'à l'invisibilité, elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. Elle connaissait les habitudes de Delon mieux que quiconque. À quelle heure il prenait son café, quels journaux il lisait, quels visiteurs il acceptait de recevoir. Petit à petit, elle était devenue indispensable. Pas seulement comme gouvernante, mais comme gardienne du temple. Elle filtrait les appels téléphoniques. Elle éloignait les importuns. Elle veillait sur la santé déclinante de l'acteur avec une dévotion qui impressionnait même les médecins. Certains proches de la famille murmuraient qu'elle était devenue bien plus qu'une employée. D'autres affirmaient qu'elle avait su se rendre irremplaçable au moment précis où Delon devenait vulnérable. Les premiers signes de tension avec les enfants Delon remontaient à 2019. Alain Delon avait subi un accident vasculaire cérébral. Son état de santé s'était brutalement dégradé. Anthony, l'aîné, avait tenté de reprendre les rênes de la situation. Il voulait organiser les soins médicaux, gérer les finances, protéger son père contre d'éventuels profiteurs. Mais chaque fois qu'il se rendait à Douchy, il se heurtait à un mur invisible. Hiromi contrôlait l'accès à la chambre de Delon. Elle décidait qui pouvait le voir et pendant combien de temps. Elle prétendait suivre les instructions du maître de maison, mais Anthony commençait à douter. Son père était-il vraiment en état de donner des ordres aussi précis? Ou bien quelqu'un d'autre parlait-il à sa place? La guerre familiale couvait depuis 2019, mais elle éclata au grand jour en 2023. Anthony déposa une plainte contre Hiromi pour abus de faiblesse. Il l'accusait d'avoir isolé son père, de manipuler un vieil homme affaibli pour s'enrichir. Anouchka et Alain Fabien, d'abord hésitants, finirent par rejoindre leur frère dans cette bataille juridique. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec délectation. Le clan Delon se déchirait publiquement, offrant en spectacle les coulisses sordides d'une dynastie du cinéma. Les audiences au tribunal révélaient des détails glaçants. Des témoins affirmaient que Hiromi avait fait pression sur Delon pour qu'il modifie son testament. D'autres juraient qu'elle était la seule personne à véritablement se soucier du bien-être de l'acteur. Les avocats brandissaient des documents contradictoires. Les expertises médicales se contredisaient. Personne ne savait plus où se trouvait la vérité. Mais un élément troublant émergea des archives notariales. En 2023, alors que la bataille judiciaire atteignait son paroxysme, les enfants Delon redoutaient que Hiromi ait convoqué un notaire à Douchy en secret. Selon leurs craintes, l'acteur aurait pu dicter de nouvelles volontés sous influence. Ils soupçonnaient que Hiromi cherchait à devenir légataire d'une partie substantielle de la fortune. Les enfants redoutaient qu'elle mette la main sur l'argent de la vente de la collection d'art, 8 millions d'euros obtenus aux enchères en juin 2023. Certains biens immobiliers également. Les enfants Delon conservaient leur part selon le testament officiel, mais ils craignaient qu'un document secret ne vienne tout bouleverser.
Anthony hurlait à la manipulation, affirmant que son père n'était plus en état de prendre de telles décisions. Il exigea une contre-expertise psychiatrique. Selon lui, Delon avait été conditionné, manipulé, transformé en marionnette. Mais selon la version d'Hiromi, les médecins auraient pu conclure que Delon possédait encore toutes ses facultés mentales. Pourtant, la justice classerait finalement l'affaire sans suite, faute de preuves suffisantes. Hiromi, elle, refusait de s'exprimer publiquement. Elle continuait à vivre dans l'ombre de la propriété, accomplissant ses tâches quotidiennes comme si rien ne s'était passé. Mais ceux qui la croisaient remarquaient un changement subtil dans son attitude. Elle ne baissait plus les yeux. Elle ne s'effaçait plus devant les visiteurs. Elle marchait dans les couloirs de Douchy avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui croyait que la maison lui appartiendrait bientôt, avant que les enfants ne la chassent. Comment en était-on arrivé là? Comment une femme venue du Japon, sans fortune personnelle, sans relation dans le milieu du cinéma, avait-elle pu conquérir la confiance absolue des hommes aussi méfiants qu'Alain Delon? Les réponses se cachaient peut-être dans les années obscures qui avaient précédé le scandale. Dans ces moments où Delon, vieillissant et malade, avait eu besoin de quelqu'un qui ne le jugerait pas, qui ne chercherait pas à exploiter son nom, qui resterait simplement à ses côtés pendant que le monde l'oubliait lentement. Hiromi avait été cette personne. Mais à quel prix? Et surtout, qu'avait-elle vraiment obtenu en échange de 30 années de dévouement silencieux? Pour comprendre l'emprise d'Hiromi Rollin sur les dernières années d'Alain Delon, il faut remonter aux témoignages de ceux qui ont vécu dans l'ombre de Douchy. Des employés licenciés, des amis écartés, des membres de la famille tenus à distance. Tous racontent la même histoire, celle d'une forteresse qui s'est refermée progressivement sur elle-même, avec Hiromi comme unique gardienne des clés. Un ancien jardinier, qui a travaillé sur la propriété pendant 15 ans avant d'être congédié sans explication en 2020, accepte de parler pour la première fois. Il exige l'anonymat, par peur de représailles juridiques. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il évoque les dernières années. Il raconte comment l'atmosphère a changé après l'accident vasculaire de Delon. Avant, la maison était vivante. Des visiteurs venaient régulièrement. L'acteur se promenait dans le parc, fumait des cigarettes en observant ses chiens. Après, tout s'est figé. Les portes se sont fermées, les rideaux sont restés tirés, et Hiromi est devenu l'unique intermédiaire entre Delon et le monde extérieur. Ce jardinier se souvient d'un incident particulièrement troublant. C'était en 2019, quelques mois avant l'éclatement du scandale. Anthony Delon était venu rendre visite à son père. Il avait sonné à la porte principale. Hiromi avait ouvert, mais elle avait refusé de le laisser entrer. Elle prétendait que M. Delon se reposait et ne souhaitait voir personne. Anthony avait insisté. Il avait haussé le ton. Il avait exigé de parler à son père directement. Hiromi était resté impassible, bloquant l'entrée de son corps menu mais déterminé. Finalement, Anthony était reparti, furieux et impuissant. Le jardinier, qui avait assisté à la scène depuis les massifs de roses, avait été choqué. Comment une employée pouvait-elle interdire l'accès à un fils? Sur quel ordre agissait-elle vraiment? Et pourquoi Delon lui-même ne se manifestait-il pas pour désamorcer la situation? D'autres témoignages convergent vers la même conclusion troublante. Une ancienne femme de ménage, qui a travaillé à Douchy entre 2015 et 2018, raconte que Hiromi contrôlait tout. Les repas, les médicaments, les communications téléphoniques. Elle se souvient d'avoir vu la gouvernante japonaise trier le courrier chaque matin, écarter certaines lettres sans les montrer à Delon, répondre elle-même à des invitations au nom de l'acteur. Lorsque la femme de ménage avait osé poser une question sur cette pratique, Hiromi l'avait fixée avec un regard glacial et lui avait simplement répondu « Monsieur Delon me fait confiance pour gérer ces détails ». La femme de ménage n'avait plus jamais abordé le sujet. Quelques mois plus tard, elle était licenciée pour une faute mineure, un vase prétendument cassé qu'elle jurait n'avoir jamais touché. Ces récits dessinent le portrait d'une femme qui avait méthodiquement éliminé tous les témoins potentiels, tous ceux qui auraient pu contester son influence grandissante. Mais Hiromi n'était pas une manipulatrice vulgaire. Elle ne criait jamais. Elle ne menaçait jamais ouvertement. Elle agissait avec une patience infinie, une détermination silencieuse qui finissait toujours par l'emporter. Ceux qui la connaissaient bien affirmaient qu'elle possédait une qualité rare, la capacité d'attendre.
Elle pouvait passer des années à servir sans rien demander, à sourire sans rien exiger, à obéir sans jamais se plaindre. Puis, au moment précis où la personne qu'elle servait devenait vulnérable, elle récoltait les fruits de cette patience. Alain Delon, lui, semblait avoir trouvé en Hiromi quelque chose qu'il n'avait jamais obtenu de ses proches. Une loyauté absolue, une discrétion totale, une absence de jugement. L'acteur avait passé sa vie entière sous les projecteurs, scruté, critiqué, adulé, détesté. Il avait connu la gloire et les scandales. Il avait été mêlé à l'affaire Markovitch, cette sombre histoire de meurtre et de corruption qui avait failli détruire sa carrière dans les années 60. Il avait enchaîné les liaisons tumultueuses, les mariages ratés, les enfants nés de relations compliquées. Il avait accumulé les ennemis et les admirateurs avec la même facilité déconcertante. Mais avec Hiromi, il n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle le voyait vieillir, décliner, perdre sa beauté légendaire, et elle restait, sans commentaire, sans pitié, sans trahison. Cette relation unique expliquait peut-être pourquoi Delon avait choisi de récompenser Hiromi de manière aussi spectaculaire. Mais elle soulevait aussi des questions dérangeantes. Un homme de 87 ans, affaibli par la maladie, isolé de ses enfants, était-il vraiment libre de ses choix, ou bien avait-il été subtilement conditionné, année après année, à considérer Hiromi comme sa seule alliée véritable? Les psychologues spécialisés dans les affaires d'hommes prises parlent souvent du syndrome de Stockholm inversé. La victime finit par s'attacher à son geôlier, non par peur, mais par reconnaissance pour les petites attentions quotidiennes qui rendent la captivité supportable. Anthony Delon, dans ses déclarations publiques, n'hésitait pas à employer des termes violents. Il parlait de manipulation mentale, d'abus de confiance, de captation d'héritage. Il affirmait que son père avait été transformé en prisonnier dans sa propre maison. Il exigeait une enquête approfondie sur les conditions dans lesquelles le testament avait été modifié. Mais ces accusations se heurtaient à un obstacle majeur, l'absence de preuves tangibles. Aucun médecin n'avait diagnostiqué de troubles cognitifs chez Delon. Aucun témoin direct ne pouvait affirmer avoir vu Hiromi forcer la main de l'acteur. Le notaire qui avait enregistré les nouvelles dispositions testamentaires jurait que Delon était parfaitement lucide et déterminé. Les expertises graphologiques confirmaient que la signature était authentique. Restait une zone d'ombre troublante. Pourquoi Delon avait-il choisi de modifier son testament précisément au moment où ses enfants l'attaquaient en justice? Était-ce une vengeance contre ceux qu'il considérait comme des ingrats? Ou bien Hiromi avait-elle profité du conflit familial pour convaincre le vieil homme que ses enfants ne pensaient qu'à son argent? Certains observateurs suggéraient une troisième hypothèse. Delon avait peut-être voulu punir ses héritiers pour avoir osé remettre en question son jugement. L'acteur avait toujours été un homme d'orgueil. Il ne supportait pas qu'on le traite comme un vieillard sénile. En léguant une partie de sa fortune à Hiromi, il envoyait un message clair à ses enfants. « Je reste le maître de ma vie et de mes décisions, jusqu'au dernier souffle. » Mais ce message avait un coût terrible. La famille Delon était désormais déchirée de manière irrémédiable. Anthony ne parlait plus à Anouchka, qu'il accusait de mollesse dans le combat contre Hiromi. Alain Fabien, le plus jeune, tentait de jouer les médiateurs, mais personne ne l'écoutait. Les avocats s'enrichissaient pendant que l'héritage fondait en frais de justice. Et Hiromi, au centre de cette tempête, continuait à vivre dans la propriété de Douchy, entouré des souvenirs d'un homme qui avait été le plus bel acteur du monde, attendant patiemment que la justice tranche définitivement en sa faveur. Avait-elle gagné? Ou bien était-elle, elle aussi, prisonnière d'un rôle qu'elle avait joué trop longtemps pour pouvoir en sortir? Derrière les murs de Douchy, Alain Delon menait une existence que peu de gens connaissaient vraiment. Loin des caméras, loin des admirateurs, il n'était plus le samouraï glacial, ni le guépard aristocratique. Il était un vieil homme fatigué, hanté par ses démons et ses regrets. Hiromi Rollin était la seule à connaître cette version intime de la légende. Elle le voyait se réveiller la nuit, en proie à des cauchemars qu'il refusait de raconter. Elle l'entendait murmurer des noms du passé, Romy, Mireille, Nathalie, ces femmes qui l'avaient aimée et perdue.
Elle savait qu'il gardait dans un tiroir fermé à clé des lettres jaunies, des photographies d'une époque où il était encore invincible. Mais elle ne posait jamais de questions. C'était peut-être cela, le secret de son emprise. Elle offrait à Delon le luxe du silence. La propriété de Douchy elle-même ressemblait à un musée figé dans le temps. Les murs étaient couverts d'affiches de films. Plein soleil, Le Cercle Rouge, Borsalino. Témoignage d'une gloire révolue. Les étagères croulaient sous les récompenses, les statuettes, les distinctions honorifiques que Delon avait accumulées au fil des décennies. Mais ces trophées semblaient désormais vides de sens. Ils appartenaient à un autre homme, à une autre vie. Le Delon des dernières années ne s'intéressait plus à sa légende. Il voulait simplement qu'on le laisse tranquille, qu'on cesse de le juger, qu'on arrête de lui rappeler ce qu'il avait été. Hiromi comprenait cela mieux que quiconque. Elle ne parlait jamais du passé glorieux. Elle se concentrait sur le présent, les repas à préparer, les médicaments à administrer, les promenades dans le parc quand le temps le permettait. Mais cette vie recluse avait un prix. Delon s'était coupé de presque tous ses anciens amis. Les rares visiteurs autorisés à franchir les grilles de Douchy racontaient une atmosphère pesante, presque morbide. L'acteur passait des heures devant la télévision, regardant sans vraiment voir. Il feuilletait des journaux sans les lire. Il caressait ses chiens avec une tendresse mécanique. Parfois, il demandait à Hiromi de lui apporter un album photo. Il contemplait alors les images de sa jeunesse, ce jeune homme incroyablement beau qui avait conquis le monde, et ses yeux se remplissaient d'une tristesse indicible. Qui était cet étranger sur les photographies? Que restait-il de lui dans le vieil homme aux mains tremblantes? Les enfants de Delon, lorsqu'ils parvenaient à forcer le passage, étaient choqués par la transformation de leur père. Anthony racontait qu'il l'avait trouvé Delon assis dans un fauteuil, le regard vide, incapable de tenir une conversation cohérente pendant plus de quelques minutes. Anouchka pleurait en évoquant la dernière fois où elle avait réussi à l'embrasser. Il ne l'avait pas reconnue immédiatement, confondant son visage avec celui de Rosalie, sa mère. Alain Fabien, le plus jeune, avait cessé de d'essayer. Il affirmait que son père était devenu un fantôme, une coquille vide, manipulée par Hiromi, comme une marionnette. Mais ces témoignages étaient-ils fiables? Ou bien les enfants de Delon exagéraient-ils la déchéance de leur père pour justifier leur combat juridique? Car Delon, malgré son grand âge et ses problèmes de santé, conservait des moments de lucidité surprenante. Le notaire qu'il avait rencontré en 2023 pour enregistrer les modifications testamentaires jurait que l'acteur était parfaitement conscient de ses actes. Il avait dicté ses volontés avec une précision remarquable, citant des œuvres de Tard par leur titre exact, des propriétés par leur adresse complète, des sommes d'argent au centime près. Il avait même plaisanté avec le notaire, évoquant avec ironie la guerre que ses enfants se livraient pour son héritage. Il avait déclaré « Ils se battent pour mon argent avant même que je sois mort. Au moins, Hiromi ne me demande rien. Elle est juste là. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ces paroles, rapportées par le notaire lors d'une audience au tribunal, avaient jeté un froid dans la salle. Elles suggéraient que Delon avait parfaitement conscience du conflit familial et qu'il avait choisi son camp délibérément. Mais elles soulevaient aussi une question dérangeante. Un homme qui se sentait trahi par ses propres enfants, était-il vraiment libre de ses choix? Ou bien sa décision était-elle le fruit d'une blessure profonde, d'un sentiment d'abandon qui avait été habilement exploité par quelqu'un d'autre? Hiromi avait-elle simplement été présente au bon moment ou avait-elle activement creusé le fossé entre Delon et sa famille? Les réponses à ces questions se trouvaient peut-être dans les années obscures qui avaient précédé le scandale. Dans ces moments où Hiromi, jour après jour, avait consolidé sa position. Elle avait commencé comme une simple gouvernante, chargée des tâches ménagères et de la préparation des repas. Puis, elle était devenue infirmière, administrant les médicaments et surveillant les rendez-vous médicaux. Ensuite, elle s'était transformée en secrétaire, gérant le courrier et les communications. Enfin, elle était devenue confidente, la seule personne à qui Delon acceptait de parler de ses peurs et de ses regrets. Cette progression n'avait rien de spectaculaire. Elle s'était faite lentement, presque imperceptiblement, comme une marée qui monte et finit par tout recouvrir. Les psychologues spécialisés dans les relations d'emprise expliquent que ce type de processus repose sur une technique simple mais redoutablement efficace, se rendre indispensable. Hiromi n'avait jamais exigé quoi que ce soit. Elle s'était contentée de répondre à tous les besoins de Delon
avant même qu'il ne les exprime. Elle anticipait ses désirs, prévenait ses angoisses, résolvait ses problèmes sans qu'il ait besoin de demander. Petit à petit, l'acteur avait perdu l'habitude de se débrouiller seul. Il dépendait d'Hiromi pour les gestes les plus simples, choisir ses vêtements, préparer son café, décider de l'ordre du jour. Cette dépendance n'était pas physique, elle était psychologique. Delon ne pouvait plus imaginer sa vie sans Hiromi. Elle était devenue son oxygène. Mais cette relation fusionnelle avait un coût terrible pour Hiromi elle-même. Elle avait sacrifié 30 années de sa vie pour un homme qui n'était même pas de sa famille. Elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'avait pas construit de vie personnelle. Elle avait tout donné à Alain Delon sans rien demander en retour. Jusqu'à ce jour de 2023, où elle avait finalement réclamé son dû. Était-ce de la manipulation ou bien était-ce simplement la reconnaissance légitime d'un dévouement exceptionnel? Les tribunaux allaient devoir trancher cette question. Mais quelle que soit leur décision, une chose était certaine. L'histoire d'Hiromi Rollin et d'Alain Delon resterait comme l'un des chapitres les plus troublants de la saga des grandes dynasties du cinéma français. Et pendant que les avocats s'affrontaient, pendant que les enfants Delon hurlaient à la justice, pendant que les médias disséquaient chaque détail du scandale, Hiromi continuait à vivre dans l'ombre de Douchy. Elle arrosait les plantes, elle préparait les repas, elle veillait sur un vieil homme qui avait été le plus bel acteur du monde et qui n'était plus qu'une légende fatiguée, attendant la fin, dans le silence d'une propriété devenue prison dorée. Avait-elle gagné? Avait-elle perdu? Ou bien était-elle, comme Delon lui-même, prisonnière d'un rôle qu'elle avait joué trop longtemps pour pouvoir en sortir? La réponse à cette question se cachait peut-être dans les regards qu'ils échangeaient, dans les silences qu'ils partageaient, dans cette intimité étrange et dérangeante qui liait désormais leur destin pour l'éternité. La fortune d'Alain Delon avait toujours fasciné le public français. On parlait de dizaines de millions d'euros, de propriétés somptueuses, de collections d'art inestimables. Mais lorsque les avocats des enfants Delon commencèrent à éplucher les comptes bancaires de leur père en 2023, ils découvrirent quelque chose de profondément troublant. Selon les enfants Delon, les coffres étaient vides. Anthony affirmait se souvenir de comptes en Suisse dont il avait entendu parler dans son enfance, mais qui n'existaient plus. Selon certaines sources, la villa de Saint-Tropez aurait été vendue en 2017 pour une somme dérisoire, bien en dessous de sa valeur réelle. La collection de tableaux, des Picasso, des Modigliani, des Renoir, avait été dispersée aux enchères en juin 2023, rapportant 8 millions d'euros, qui s'étaient évaporés dans des circuits bancaires opaques. Où était passé l'argent d'une vie entière de gloire et de succès? Les enfants Delon pointaient du doigt Hiromi Rollin, affirmant qu'elle avait méthodiquement vidé les comptes de leur père malade. Mais la gouvernante japonaise restait silencieuse, protégée par des avocats qui refusaient de répondre aux accusations. Et pendant ce temps, les relevés bancaires racontaient une histoire que personne ne voulait entendre, celle d'une fortune qui s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Anthony Delon se souvenait parfaitement des conversations de son enfance. Son père évoquait ses placements, ses investissements, ses précautions pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Il parlait de comptes numérotés à Genève, de sociétés offshore aux îles Caïmans, de lingots d'or entreposés dans des coffres secrets. C'était l'époque où Delon gagnait des millions par film, où les producteurs se battaient pour obtenir sa signature, où chaque apparition publique se monnayait à prix d'or. L'acteur avait toujours été obsédé par la sécurité financière. Il avait grandi pauvre, dans une famille modeste de sots. Il avait connu la faim, les privations, l'humiliation de ne pas pouvoir s'acheter ce que les autres enfants possédaient. Cette enfance difficile l'avait marqué à jamais. Il avait juré de ne jamais retomber dans la pauvreté. Il avait accumulé l'argent avec une avidité presque maladive, comme si chaque euro gagné était une revanche sur son passé misérable. Mais en 2023, lorsque les experts comptables mandatés par les enfants Delon examinèrent les finances de l'acteur, ils ne trouvèrent presque rien. Les comptes courants contenaient quelques dizaines de milliers d'euros, à peine de quoi payer les factures courantes. Les placements financiers avaient été liquidés progressivement entre 2015 et 2022. Les biens immobiliers avaient été vendus les uns après les autres, souvent dans des conditions suspectes. La villa de Saint-Tropez, estimée à 12 millions d'euros, avait été cédée pour 7 millions à une société écran basée au Luxembourg.
L'appartement parisien de l'avenue Montaigne avait disparu des registres en 2019, revendu à un prix que les experts jugeaient scandaleusement bas. Même la propriété de Douchy, le dernier refuge de Delon, était hypothéquée jusqu'à la garde, grevée de dettes qui dépassaient sa valeur marchande. Les avocats des enfants Delon déposèrent une plainte pour détournement de fonds, accusant Hiromi d'avoir profité de l'état de faiblesse de l'acteur pour organiser un pillage méthodique de son patrimoine. Mais en janvier 2024, la justice classa l'affaire sans suite, faute de preuves suffisantes. Ils produisirent des documents bancaires montrant des virements suspects vers des comptes dont personne ne connaissait l'existence. Des sommes de 50 000 €, 100 000 €, parfois 200 000 €, transférées à intervalles réguliers vers des destinations opaques. Les enquêteurs découvrirent que certains de ces comptes étaient domiciliés au Japon, dans la ville natale d'Hiromi. D'autres aboutissaient à des sociétés fantômes enregistrées dans des paradis fiscaux. Les traces s'arrêtaient toujours au même endroit, un mur de secrets bancaires infranchissable. Hiromi, interrogée par les policiers, nia toute implication dans ces transferts. Elle affirma qu'elle n'avait jamais eu accès au compte bancaire de Delon. Elle prétendit que l'acteur gérait lui-même ses finances, aidé par un conseiller fiscal dont elle ignorait l'identité. Selon des rumeurs, elle aurait produit des attestations de mystérieux conseillers, un certain maître Dubois, qui confirmait avoir organisé les ventes et les transferts sur instruction directe de Delon. Mais lorsque les enquêteurs tentèrent de localiser ce maître Dubois, ils découvrirent qu'il n'existait aucun avocat ni notaire de ce nom inscrit au barreau de Paris. L'adresse professionnelle indiquée sur les documents correspondait à un bureau vide dans le 15e arrondissement, loué sous un faux nom et abandonné depuis 2022. Le mystère s'épaississait. Si Hiromi n'avait pas volé l'argent, qui l'avait fait? Et surtout, pourquoi Delon lui-même ne réagissait-il pas? Lorsque les policiers tentèrent de l'interroger, ils se heurtèrent à un refus catégorique. Le médecin personnel de l'acteur, un certain docteur Lemoine, qui travaillait étroitement avec Hiromi, certifia que son patient était trop fragile pour supporter un interrogatoire. Il produisit des certificats médicaux attestant de troubles cognitifs sévères, d'une incapacité à se concentrer pendant plus de quelques minutes, d'une confusion mentale qui rendait tout témoignage impossible. Mais ces certificats contredisaient les attestations du notaire, qui avait enregistré les modifications testamentaires quelques mois plus tôt. Comment Delon pouvait-il être à la fois trop confus pour répondre aux questions de la police et suffisamment lucide pour dicter des dispositions testamentaires complexes? Anthony Delon hurlait au scandale. Il affirmait que les certificats médicaux étaient des faux, produits par un médecin complice d'Hiromi. Il exigeait une contre-expertise indépendante. Mais chaque fois qu'un expert mandaté par la justice se présentait à Douchy, Hiromi trouvait un prétexte pour refuser l'accès. Monsieur Delon était fatigué. Monsieur Delon avait de la fièvre. Monsieur Delon ne souhaitait voir personne. Les semaines passaient, les mois s'écoulaient, et l'expertise n'avait toujours pas lieu. Pendant ce temps, les comptes bancaires continuaient à se vider. Les derniers tableaux de la collection étaient vendus discrètement à des collectionneurs privés. Les bijoux de famille disparaissaient un à un, revendus à des joailliers qui ne posaient pas de questions. Les enfants Delon regardaient impuissants la fortune de leur père s'évaporer sous leurs yeux. Ils savaient qu'à la mort de l'acteur, il ne resterait presque rien à partager. Les dettes dépasseraient probablement l'actif. La propriété de Douchy serait saisie par les créanciers. Les souvenirs, les objets personnels, les archives, tout serait dispersé aux enchères pour payer les factures impayées. Et Hiromi, elle disparaîtrait probablement, retournant au Japon avec les millions qu'elle avait détournés, protégée par des montages juridiques si complexes que personne ne pourrait jamais prouver sa culpabilité. C'était le scénario cauchemardesque que redoutaient les enfants Delon. Mais était-ce vraiment ce qui se passait? Ou bien y avait-il une autre explication, encore plus troublante, à la disparition de la fortune d'Alain Delon? Selon un ancien employé, dans le tiroir du bureau de Delon, celui que Hiromi gardait fermé à clé, se trouvait peut-être une cassette audio. Personne ne savait exactement quand elle avait été enregistrée, mais les techniciens qui l'examinèrent plus tard estimèrent qu'elle datait de 2022, peut-être 2023. Sur cette bande magnétique, on entendait la voix d'Alain Delon. Pas la voix puissante et assurée du samouraï, mais celle d'un vieil homme brisé, qui parlait dans le vide comme s'il enregistrait ses dernières volontés.
Il évoquait sa vie, ses regrets, ses trahisons. Il parlait de ses enfants avec une amertume déchirante. Il les accusait de ne venir le voir que pour vérifier s'il était encore vivant, de compter les jours qui les séparaient de l'héritage, de se battre comme des chiens pour des miettes avant même qu'il ne soit mort. Et puis, sa voix changeait. Elle devenait plus douce, presque tendre. Il parlait d'Hiromi. Il disait qu'elle était la seule personne qui ne lui avait jamais rien demandé, la seule qui restait à ses côtés sans arrière-pensée, la seule qui méritait vraiment d'être récompensée. Cette cassette, si elle existait vraiment, changeait tout. Elle prouvait que Delon avait agi en toute conscience, qu'il avait choisi délibérément de déshériter ses enfants au profit de sa gouvernante. Mais pourquoi cette cassette n'avait-elle jamais été produite devant les tribunaux? Qui la détenait? Et surtout, que contenait-elle d'autre que personne ne voulait révéler? L'existence de cette cassette fut révélée par un ancien employé de la propriété de Douchy, un homme qui avait travaillé comme chauffeur pour Delon entre 2018 et 2021. Il raconta qu'un soir de 2022, alors qu'il l'attendait dans le hall d'entrée, il avait entendu la voix de Delon résonner depuis le bureau. L'acteur parlait seul, ou du moins, le chauffeur n'entendait aucune autre voix. Il évoquait des souvenirs, des noms du passé, des événements que le chauffeur ne comprenait pas. Puis soudain, Delon s'était mis à pleurer. Pas des sanglots discrets, mais des pleurs déchirants, comme ceux d'une enfant abandonnée. Le chauffeur, gêné, avait voulu s'éloigner. Mais à ce moment-là, Hiromi était sortie du bureau. Elle tenait à la main une petite cassette audio. Elle avait fixé le chauffeur avec un regard glacial et lui avait simplement dit « Vous n'avez rien entendu ». Le chauffeur avait hoché la tête et n'avait plus jamais évoqué cet incident, jusqu'à ce que les avocats des enfants Delon le retrouvent et le convainquent de témoigner. Ce témoignage déclencha une nouvelle vague d'accusations. Anthony Delon affirma que Hiromi avait enregistré son père à son insu, qu'elle avait capté ses moments de faiblesse pour les utiliser ensuite comme preuve de ses prétendues volontés. Il exigea que cette cassette soit saisie et expertisée. Mais lorsque les policiers se présentèrent à Douchy avec un mandat de perquisition, ils ne trouvèrent aucune cassette. Le tiroir du bureau était vide. Hiromi jura qu'elle ne savait pas de quoi on parlait, que le chauffeur avait inventé cette histoire pour se venger d'avoir été licencié. Les enquêteurs fouillèrent la propriété de fond en comble. Ils retournèrent chaque pièce, ouvrirent chaque placard, inspectèrent chaque recoin. Ils ne trouvèrent rien. La cassette, si elle avait jamais existé, avait disparu. Mais l'histoire de cette cassette fantôme révélait quelque chose de plus profond sur la relation entre Delon et Hiromi. Elle montrait que l'acteur, dans ses moments de solitude, se confiait à un enregistreur plutôt qu'à un être humain. Il préférait parler au vide plutôt que de risquer d'être jugé par quelqu'un de vivant. Cette solitude absolue, cette incapacité à faire confiance même à ses proches, expliquait peut-être pourquoi il s'était attaché à Hiromi. Elle ne le jugeait pas, parce qu'elle ne comprenait pas vraiment qui il était. Elle venait d'un autre monde, d'une autre culture. Elle ne connaissait pas les scandales de sa jeunesse, les affaires sordides, les rumeurs qui avaient empoisonné sa vie. Pour elle, Delon n'était pas une légende du cinéma, il était simplement un vieil homme qui avait besoin d'aide. Cette ignorance était peut-être le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui offrir. Les psychologues qui analysèrent le cas Delon-Hiromi parlèrent d'une relation symbiotique pathologique. Delon avait besoin de quelqu'un qui ne le connaisse pas vraiment, qui ne puisse pas le trahir en révélant ses secrets. Hiromi avait besoin de quelqu'un qui dépende totalement de lui, qui lui donne un sens à sa vie. Ensemble, ils formaient un couple étrange et déséquilibré, où chacun trouvait ce qu'il cherchait sans jamais vraiment communiquer. Ils vivaient côte à côte, partageaient le même espace, mais habitaient des univers parallèles qui ne se touchaient jamais vraiment. Cette distance émotionnelle, paradoxalement, créait un lien plus fort que n'importe quelle intimité véritable. Mais cette relation avait un prix terrible. Delon s'était coupé de tout ce qui aurait pu le rattacher au monde réel. Ses enfants, ses amis, ses anciens collaborateurs. Tous avaient été écartés progressivement, remplacés par le silence et la présence fantomatique d'Hiromi. L'acteur vivait dans une bulle hermétique, où le temps s'était arrêté, où le passé et le présent se confondaient, où la réalité et les souvenirs se mélangeaient jusqu'à devenir indiscernables. Les rares visiteurs qui parvenaient à le voir racontaient qu'il confondait les époques, qu'il appelait Hiromi par le prénom de Romy Schneider, qu'il croyait parfois être encore sur un plateau de tournage
attendant que le réalisateur crie « Action ». Cette confusion mentale posait une question juridique cruciale. Un homme dans cet état pouvait-il vraiment modifier son testament en toute conscience? Les avocats des enfants Delon affirmaient que non. Ils produisirent des témoignages de médecins qui avaient examiné l'acteur et diagnostiqué des troubles cognitifs sévères. Mais les avocats d'Hiromi répliquèrent en présentant d'autres expertises médicales, tout aussi officielles, qui concluaient que Delon conservait toutes ses facultés mentales. Les deux camps s'affrontaient à coups de certificats contradictoires, d'expertises opposées, de témoignages qui se contredisaient. La vérité se perdait dans ce brouillard juridique et personne ne savait plus qui croire. Pendant ce temps, la cassette fantôme continuait à hanter l'affaire. Certains affirmaient l'avoir entendue, d'autres juraient qu'elle n'avait jamais existé. Des rumeurs circulaient sur son contenu supposé. On disait que Delon y avouait des crimes jamais élucidés, qu'il révélait des secrets d'État, qu'il nommait les véritables responsables de l'affaire Markovitch. On racontait qu'Hiromi utilisait cette cassette comme une arme, menaçant de la rendre publique si les enfants Delon ne cessaient pas leurs attaques. Mais rien de tout cela ne fut jamais prouvé. La cassette restait un fantôme, une ombre insaisissable qui planait sur toute l'affaire sans jamais se matérialiser. Et peut-être était-ce précisément son rôle. Maintenir le doute, empêcher toute conclusion définitive, prolonger indéfiniment un conflit qui enrichissait les avocats, mais détruisait ce qui restait de la famille Delon. Hiromi Rollin n'avait jamais cru aux superstitions. Elle venait d'une famille japonaise moderne, éduquée, rationnelle. Mais lorsqu'elle était arrivée à Douchy, au début des années 90, elle avait été frappée par l'atmosphère étrange qui régnait dans la propriété. Delon lui avait montré sa collection d'objets ésotériques, des amulettes tibétaines, des talismans africains, des pierres gravées de symboles mystérieux. On racontait qu'il ne sortait jamais sans porter sur lui un anneau d'argent serti d'une pierre noire, un cadeau d'une voyante qu'il avait consulté dans les années 70. Cette femme lui avait prédit qu'il mourrait le jour où il perdrait cet anneau. Delon avait ri en racontant cette histoire, mais Hiromi avait remarqué qu'il ne retirait jamais la bague, même pour dormir. Elle l'avait vu la toucher machinalement dans les moments de stress, comme si ce geste le rassurait. Et puis, un matin de 2023, Hiromi était entré dans la chambre de Delon pour lui apporter son petit déjeuner. L'acteur dormait encore, la main posée sur la table de nuit. Hiromi avait remarqué immédiatement l'anneau n'était plus à son doigt. Elle avait cherché partout, retourné les draps, fouillé sous le lit, inspecté chaque recoin de la pièce. L'anneau avait disparu. Lorsque Delon s'était réveillé et avait constaté la disparition, son visage s'était décomposé. Il avait murmuré « C'est fini ». Elle avait raison, c'est fini. Hiromi avait tenté de le rassurer, affirmant qu'il retrouverait l'anneau, que ce n'était qu'une superstition ridicule. Mais Delon n'écoutait plus. Il fixait sa main nue, avec une expression de terreur absolue, comme s'il voyait déjà sa propre mort approcher. Cette disparition mystérieuse déclencha une série d'événements encore plus étranges. Delon refusa de quitter sa chambre pendant plusieurs jours. Il exigea qu'on fouille toute la propriété, qu'on interroge tous les employés, qu'on vérifie les systèmes de sécurité. Hiromi organisa les recherches avec une efficacité militaire. Chaque pièce fut inspectée, chaque meuble déplacé, chaque tapis soulevé. Les caméras de surveillance furent visionnées image par image. Mais l'anneau restait introuvable. C'était comme s'il s'était volatilisé dans la nuit, emporté par une force invisible. Les employés commencèrent à murmurer que la propriété était maudite, que des esprits malveillants hantaient les couloirs. Certains démissionnèrent, refusant de continuer à travailler dans un endroit aussi sinistre. Anthony Delon, lorsqu'il apprit la disparition de l'anneau, eut une réaction surprenante. Il accusa immédiatement Hiromi d'avoir volé l'objet pour le revendre. Il affirma que l'anneau valait une fortune, qu'il était serti d'un diamant noir extrêmement rare. Il exigea qu'Hiromi soit fouillé, que ses affaires personnelles soient inspectées, que ses comptes bancaires soient vérifiés. Mais les policiers ne trouvèrent rien. Hiromi accepta de se soumettre à toutes les vérifications sans protester. Elle ouvrit ses placards, vida ses tiroirs, présenta ses relevés bancaires. Aucune trace de l'anneau, aucune transaction suspecte. Anthony dut admettre qu'il s'était trompé, mais il ne s'excusa jamais.
Il continua à soupçonner Hiromi d'avoir caché l'anneau quelque part, attendant le bon moment pour le récupérer et le vendre. La vérité sur la disparition de l'anneau ne fut jamais établie. Mais quelques semaines plus tard, un événement encore plus troublant se produisit. Certains racontent que Delon aurait reçu la visite d'une mystérieuse femme qu'il n'avait pas vue depuis 40 ans. On l'appelait Madame Solange, et elle était la voyante qui lui avait offert l'anneau dans les années 70. Personne ne savait comment elle avait appris la disparition de l'objet. Personne ne comprenait comment elle avait réussi à franchir les barrières de sécurité de Douchy. Elle était simplement apparue un matin, vêtue de noir, le visage caché derrière un voile épais. Hiromi avait tenté de la renvoyer, mais Delon avait insisté pour la recevoir. Il s'était enfermé dans le bureau pendant plus d'1 heure. Lorsque Madame Solange était ressortie, son visage était livide. Elle avait fixé Hiromi avec un regard étrange et lui avait dit « Vous croyez avoir gagné, mais vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. » Puis elle était partie, aussi mystérieusement qu'elle était venue. Delon refusa de révéler ce que Madame Solange lui avait dit. Mais à partir de ce jour, son comportement changea radicalement. Il devint obsédé par l'idée de la mort. Il passait des heures à contempler de vieilles photographies, à relire des lettres jaunies, à écouter des enregistrements de sa propre voix datant de plusieurs décennies. Il demanda à Hiromi de préparer ses funérailles, de choisir le cercueil, de sélectionner les morceaux de musique qui seraient joués lors de la cérémonie. Il dicta ses dernières volontés avec une précision maniaque, spécifiant jusqu'au moindre détail comment il voulait être enterré, qui serait autorisé à assister aux obsèques, quelles fleurs orneraient sa tombe. Hiromi exécutait ses instructions avec son efficacité habituelle, mais elle était troublée. Elle avait l'impression que Delon ne se préparait pas simplement à mourir. Il appelait la mort, il l'invitait, il la suppliait de venir le chercher. Les enfants Delon, lorsqu'ils apprirent ses préparatifs funéraires, furent horrifiés. Ils accusèrent Hiromi de précipiter la mort de leur père, de le conditionner psychologiquement pour qu'il abandonne toute volonté de vivre. Ils exigèrent qu'un psychiatre examine le lecteur, qu'on vérifie s'il n'était pas sous l'emprise d'une manipulation mentale. Mais une fois de plus, les médecins mandatés par Hiromi certifièrent que Delon était parfaitement sain d'esprit, qu'il prenait ses décisions en toute conscience, qu'il avait simplement accepté l'inévitabilité de sa propre fin. Les enfants ne savaient plus quoi penser. Leur père était-il vraiment en train de se préparer sereinement à la mort? Ou bien Hiromi l'avait-elle convaincu qu'il n'avait plus rien à attendre de la vie, qu'il valait mieux en finir rapidement pour éviter de souffrir davantage? La réponse à cette question se trouvait peut-être dans les paroles de Madame Solange. Que lui avait-elle dit lors de cette mystérieuse rencontre? Avait-elle confirmé la prophétie de l'anneau perdu? Avait-elle révélé à Delon la date exacte de sa mort? Ou bien lui avait-elle simplement rappelé que toute vie a une fin, que même les légendes finissent par s'éteindre, que le temps ne fait de cadeau à personne? Personne ne le saura jamais. Madame Solange disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Les enquêteurs tentèrent de la retrouver, mais elle semblait s'être volatilisée. Son ancienne adresse à Paris correspondait à un immeuble démoli depuis 20 ans. Les registres officiels ne contenaient aucune trace d'une voyante portant ce nom. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait été qu'une hallucination collective, un fantôme surgi du passé pour délivrer un message que personne ne comprenait vraiment. Et pendant que les mystères s'accumulaient, pendant que les questions restaient sans réponse, pendant que les enfants Delon se battaient contre des ombres insaisissables, Hiromi continuait à accomplir ses tâches quotidiennes avec la même régularité imperturbable. Elle préparait les repas, elle administrait les médicaments, elle veillait sur un vieil homme qui attendait la mort comme on attend un train en retard, avec une impatience mêlée de résignation. Avait-elle vraiment volé l'anneau? Avait-elle orchestré la visite de Madame Solange? Ou bien était-elle, elle aussi, prisonnière d'une histoire qui la dépassait, d'un destin écrit depuis longtemps dans les étoiles ou dans les cartes de tarot d'une voyante disparue? La vérité se cachait quelque part dans les silences de Douchy, dans les regards échangés entre Delon et Hiromi, dans cette intimité étrange qui liait désormais leur destin jusqu'à ce que la mort vienne enfin les séparer ou les réunir pour l'éternité. Les médecins qui soignaient Alain Delon dans ces dernières années savaient quelque chose que le public ignorait. Derrière le sourire figé qu'il affichait lors de ses rares apparitions publiques,
Derrière les déclarations rassurantes d'Hiromi sur son état de santé se cachait une réalité médicale terrifiante. Le docteur Lemoine, qui suivait l'acteur depuis 2019, avait rédigé des rapports confidentiels que les enfants de Long ne découvrirent qu'en 2023, lors d'une perquisition ordonnée par le juge. Ces documents révélaient que Delon souffrait non seulement des séquelles de son accident vasculaire cérébral, mais aussi d'une maladie dégénérative qui détruisait progressivement ses capacités cognitives. Les scanners cérébraux montraient des lésions irréversibles. Les tests neuropsychologiques confirmaient une détérioration constante de la mémoire, du jugement, de la capacité à prendre des décisions rationnelles. Pourtant, ce même docteur Lemoine certifiait régulièrement que son patient était parfaitement apte à gérer ses affaires. Les enfants de Long se posaient la question: comment un médecin pouvait-il affirmer deux choses aussi contradictoires? Ils découvrirent ce qu'ils considéraient comme une réponse dans les relevés bancaires du docteur. Selon les relevés bancaires que les enfants de Long affirment d'avoir découverts, entre 2020 et 2023, il aurait reçu plus de 300 000 € en paiement provenant de comptes liés à Hiromi. Les enfants y voyaient le prix du silence. Ou bien, le docteur Lemoine avait-il simplement fermé les yeux sur la vérité pour continuer à toucher ses honoraires généreux? Les dossiers médicaux révélaient des détails encore plus troublants. Delon prenait quotidiennement un cocktail de médicaments si puissants qu'il aurait dû être hospitalisé en permanence. Des antidouleurs opiacés pour soulager les migraines chroniques qui le torturaient depuis son accident vasculaire. Des anxiolytiques pour calmer les crises de panique qui le réveillaient la nuit. Des somnifères pour l'aider à dormir malgré les cauchemars récurrents. Des antidépresseurs pour combattre la mélancolie qui l'envahissait chaque fois qu'il regardait son reflet dans le miroir et ne reconnaissait plus le jeune homme magnifique qu'il avait été. Cette médication massive transformait l'acteur en zombie fonctionnel, capable de marcher et de parler, mais incapable de penser clairement ou de résister à la moindre suggestion. Hiromi gérait personnellement l'administration de ces médicaments. Elle préparait les piluliers chaque semaine, dosant avec précision les quantités prescrites. Mais plusieurs témoins affirmèrent avoir remarqué des irrégularités. Une infirmière qui avait travaillé temporairement à Douchy en 2022 raconta qu'elle avait trouvé dans la poubelle de la cuisine des plaquettes de médicaments vides qui ne correspondaient pas aux prescriptions officielles. Lorsqu'elle avait interrogé Hiromi à ce sujet, la gouvernante avait répondu sèchement que le docteur Lemoine avait modifié le traitement sans mettre à jour le dossier. L'infirmière n'avait pas insisté, mais elle gardait un souvenir précis de ces plaquettes. C'étaient des neuroleptiques puissants, normalement utilisés pour traiter les psychoses sévères. Pourquoi Delon prenait-il ce type de médicament? Souffrait-il d'hallucinations que personne ne connaissait? Ou bien quelqu'un cherchait-il à le maintenir dans un état de confusion mentale permanent? Les enfants Delon exigèrent une expertise toxicologique complète. Ils voulaient savoir exactement quelles substances circulaient dans le sang de leur père. Mais le docteur Lemoine refusa catégoriquement, invoquant le secret médical et le droit du patient à la confidentialité. Il affirma que Delon lui-même s'opposait à toute analyse, qu'il considérait ces demandes comme une intrusion intolérable dans sa vie privée. Les avocats des enfants tentèrent d'obtenir une ordonnance judiciaire, mais le juge rejeta leur requête, estimant qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour justifier une violation du secret médical. Anthony hurla au scandale, affirmant que la justice protégeait les criminels au détriment des victimes. Mais ces protestations restèrent sans effet. Pendant ce temps, l'état de Delon continuait à se dégrader. Les rares personnes autorisées à le voir racontaient qu'il passait des heures assis dans son fauteuil, le regard vide, incapable de suivre une conversation cohérente. Il confondait les époques, appelant Hiromi par des prénoms de femmes mortes depuis longtemps. Il récitait des répliques de ses anciens films comme si les caméras tournaient encore. Il demandait où était passé son maquilleur, pourquoi le réalisateur tardait tant à donner le signal du tournage. Ces moments de confusion alternaient avec de brefs éclairs de lucidité terrifiants. Soudain, Delon redevenait lui-même pendant quelques minutes. Il regardait autour de lui avec horreur, réalisant où il était, ce qu'il était devenu. Il murmurait « Laissez-moi mourir, je ne veux plus vivre comme ça ». Puis le brouillard retombait, et il replongeait dans son monde parallèle, où le temps n'existait plus. Hiromi assistait à cette déchéance avec une impassibilité qui glaçait ceux qui la côtoyaient. Elle ne montrait aucune émotion, aucune compassion visible.
Elle accomplissait ses tâches avec la régularité d'une machine bien huilée. Elle changeait les draps souillés lorsque Delon perdait le contrôle de ses fonctions corporelles. Elle nettoyait la bave qui coulait de sa bouche pendant qu'il dormait. Elle le nourrissait à la cuillère lorsqu'il oubliait comment tenir une fourchette. Certains admiraient son dévouement. D'autres y voyaient quelque chose de malsain, une forme de possession qui allait bien au-delà du simple devoir professionnel. Pourquoi restait-elle? Qu'espérait-elle obtenir en échange de ce sacrifice quotidien? La réponse se trouvait peut-être dans les documents notariés que les enfants Delon découvrirent plus tard. Des documents qui prouvaient qu'Hiromi n'avait pas seulement gagné la confiance de Delon, elle avait gagné bien plus que cela. Dans le coffre-fort du notaire Maître Beaumont, celui qui gérait les affaires d'Alain Delon depuis 30 ans, se trouvait un document que personne n'avait jamais vu, pas même les enfants de l'acteur, pas même les avocats qui se battaient depuis des années pour reconstituer le puzzle de la succession. Ce document portait la date du 15 mars 2023, exactement 3 semaines après le début de la guerre judiciaire entre Anthony et Hiromi. Il s'agissait d'un avenant au testament principal, rédigé dans un langage juridique si complexe que seuls les spécialistes pouvaient en comprendre toute la portée. Mais l'essentiel était clair. Alain Delon léguait à Hiromi Rollin la totalité de sa collection d'objets personnels, y compris les archives photographiques, les correspondances privées, les manuscrits inédits. Il lui accordait également un droit d'usage viager sur la propriété de Douchy, ce qui signifiait qu'elle pourrait y vivre jusqu'à sa mort, même si la maison appartenait officiellement aux héritiers. Enfin, et c'était le point le plus explosif, il lui attribuait une rente mensuelle de 15 000 €, prélevée sur les revenus générés par l'exploitation commerciale de son image et de son nom. Ce document, s'il était validé par les tribunaux, transformait Hiromi en véritable héritière, même si elle ne possédait pas formellement les biens immobiliers ou les comptes bancaires. Maître Beaumont jura que Delon était venu seul à son étude pour signer cet avenant. Aucune pression, aucune manipulation. L'acteur avait dicté ses volontés avec une clarté surprenante, citant des références juridiques précises, anticipant les objections que ses enfants ne manqueraient pas de soulever. Le notaire avait même pris la précaution de filmer l'entretien, conformément aux nouvelles réglementations sur les testaments contestés. Sur cette vidéo, on voyait Delon assis dans le fauteuil de cuir du bureau notarial, vêtu d'un costume sombre, impeccable, les cheveux soigneusement coiffés. Il parlait d'une voix ferme, sans hésitation. Il expliquait pourquoi il prenait ces dispositions. Il disait « Mes enfants ne m'ont jamais aimé pour ce que je suis. Ils m'ont aimé pour ce que je représente, pour l'argent, pour la gloire, pour l'héritage. Hiromi est la seule personne qui m'a aimé sans rien attendre en retour. Elle mérite d'être récompensée. » Ces paroles, lorsqu'elles furent révélées lors d'une audience au tribunal en septembre 2023, provoquèrent un choc terrible. Anthony Delon quitta la salle en claquant la porte, incapable de supporter l'humiliation publique. Anouchka fondit en larmes, répétant qu'elle avait toujours aimé son père, qu'elle n'avait jamais pensé à l'argent. Alain Fabien resta silencieux, le visage fermé, refusant de commenter. Les avocats des enfants tentèrent de contester l'authenticité de la vidéo. Ils affirmèrent que Delon avait été drogué, qu'on lui avait fait répéter un texte appris par cœur, que son apparence soignée prouvait qu'il l'avait été maquillé et habillé comme pour un tournage. Mais les experts mandatés par le tribunal conclurent que la vidéo n'avait pas été truquée, que Delon parlait de sa propre volonté, que ses propos reflétaient une conviction profonde et sincère. Restait une question troublante. Comment Delon avait-il pu se rendre seul chez le notaire alors qu'il était censé être cloué au lit, incapable de marcher sans assistance? Les enfants exigèrent de savoir qui l'avait conduit à l'étude de Maître Beaumont. Le notaire refusa de répondre, invoquant le secret professionnel. Mais les enquêteurs découvrirent que le jour de la signature, une voiture avec chauffeur avait été louée par une société basée au Luxembourg, la même société Écran qui avait acheté la villa de Saint-Tropez à prix bradé. Cette société appartenait à un certain Monsieur Tanaka, un homme d'affaires japonais dont personne n'avait jamais entendu parler. Les recherches révélèrent que Monsieur Tanaka était le cousin germain d'Hiromi Rollin. Il vivait à Tokyo, où il dirigeait une entreprise d'import-export prospère. Pourquoi s'intéressait-il soudain aux affaires d'Alain Delon? Avait-il financé les manœuvres d'Hiromi? Ou bien était-il simplement un prête-nom,
un paravent juridique destiné à brouiller les pistes. Les avocats des enfants Delon tentèrent de démontrer l'existence d'un complot international. Ils affirmèrent qu'Hiromi avait organisé depuis des années un plan méthodique pour s'emparer de la fortune de l'acteur, avec l'aide de complices au Japon et au Luxembourg. Ils produisirent des schémas complexes montrant les flux financiers entre différentes sociétés offshore, les transferts de fonds suspects, les achats immobiliers réalisés par des entités fantômes. Mais chaque fois qu'ils croyaient tenir une preuve solide, celle-ci se révélait insuffisante. Les transactions étaient parfaitement légales. Les sociétés étaient enregistrées conformément aux lois locales. Les contrats étaient signés en bonne et due forme. Hiromi et ses avocats avaient pris soin de ne laisser aucune faille juridique exploitable. Le procès s'enlisait dans des batailles d'experts, des contre-expertises, des recours en appel qui ne finissaient plus. Les frais de justice dépassaient désormais le 1 million d'euros, engloutissant une partie substantielle de l'héritage que les enfants Delon espéraient récupérer. Certains observateurs suggéraient que c'était précisément le but recherché. En prolongeant indéfiniment les procédures, Hiromi et ses avocats vidaient les caisses, rendant la victoire finale sans valeur réelle. Même si les enfants gagnaient devant les tribunaux, il ne resterait plus rien à partager. La fortune de Delon aurait été entièrement consumée par les honoraires des avocats, les frais d'expertise, les cautions judiciaires. C'était une stratégie cynique, mais redoutablement efficace. Pendant ce temps, Hiromi continuait à vivre à Douchy, comme si rien ne s'était passé. Elle recevait régulièrement la visite de M. Tanaka, qui venait de Tokyo pour des séjours de plusieurs semaines. Les voisins les voyaient se promener ensemble dans le parc, discutant en japonais, riant parfois comme de vieux complices. Que se disaient-ils? Planifiaient-ils la prochaine étape de leur stratégie? Ou bien célébraient-ils simplement une victoire qu'ils savaient déjà acquise? Personne ne le savait. Mais une chose était certaine, Hiromi n'avait plus peur. Elle ne se cachait plus. Elle marchait la tête haute, avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait que le temps joue en sa faveur. Combien de temps Delon vivrait-il encore? 6 mois? 1 an? 2 ans au maximum, selon les médecins. Et après sa mort, qui pourrait vraiment contester les dispositions testamentaires? Les enfants auraient épuisé leurs ressources financières et leur énergie. Ils abandonneraient, résignés, vaincus par une adversaire qui avait su jouer la partie avec une patience et une détermination qu'ils n'avaient jamais possédées. Selon certaines rumeurs qui circulaient dans l'entourage de Delon, il existerait un autre document, un document encore plus secret que l'avenant testamentaire découvert chez Maître Beaumont. Ce document se trouverait dans un coffre-fort à Genève, dans une banque privée dont seuls Hiromi et M. Tanaka connaîtraient l'existence. Il s'agirait d'une liste de noms. Des noms de personnalités françaises influentes qui, dans les années 70 et 80, auraient participé à des soirées privées organisées par Alain Delon dans sa propriété. Des soirées dont personne ne parlait jamais publiquement. Des soirées où se seraient mêlés politiciens, industriels, artistes et membres du milieu criminel. Cette liste aurait été compilée par Delon lui-même, dans un moment de lucidité paranoïaque, comme une assurance vie contre d'éventuelles trahisons. Il l'aurait confiée à Hiromi en 2020, lui faisant jurer de ne jamais la révéler, sauf si sa vie ou sa liberté étaient menacées. Si cette liste existait vraiment, Hiromi détenait une arme ultime. Du moins, c'est ce que craignaient certains. Si les enfants Delon poussaient trop loin leurs attaques, si les tribunaux menaçaient de tout lui retirer, elle pourrait toujours brandir cette menace, révéler les noms, déclencher un scandale qui éclabousserait les plus hautes sphères du pouvoir français, détruire des réputations, des carrières, des familles entières. Personne ne voulait que cette liste soit rendue publique. Pas même les enfants Delon, qui savaient que leur père y figurerait aux côtés de personnages sulfureux. Cette hypothèse expliquait peut-être pourquoi certaines portes se fermaient mystérieusement devant les avocats des enfants Delon. Pourquoi certains témoins refusaient soudain de parler. Pourquoi certains juges semblaient étrangement réticents à approfondir certaines pistes. Anthony en était convaincu. Il existait des forces invisibles qui protégeaient Hiromi, non par sympathie pour elle, mais par peur de ce qu'elle pourrait révéler. Des hommes puissants, aujourd'hui octogénaires respectables, qui auraient participé dans leur jeunesse à des activités qu'ils préféraient oublier. Des héritiers de grandes fortunes
qui ne voulaient pas que les frasques de leur père défunt soient étalées dans les journaux. Des politiciens retraités qui craignaient que leur mémoire soit souillée par des révélations posthumes. Tous ces gens auraient intérêt à ce que l'affaire Delon-Hiromi se termine discrètement, sans vagues, sans scandale supplémentaire. Anthony Delon commençait à comprendre qu'il se battait contre un adversaire bien plus puissant qu'une simple gouvernante japonaise. Il se heurtait à un système, à un réseau d'influence qui dépassait largement le cadre d'une querelle familiale. Certains de ses propres avocats lui conseillaient d'abandonner, de négocier un arrangement à l'amiable, d'accepter de partager l'héritage avec Hiromi plutôt que de risquer de tout perdre. Mais Anthony refusait. Il voyait dans ce combat quelque chose de plus grand qu'une simple question d'argent. Il défendait la mémoire de son père, honneur de sa famille, le droit des enfants à hériter de leurs parents sans être dépossédés par des étrangers. Il savait qu'il perdrait probablement, mais il voulait au moins pouvoir se regarder dans le miroir et se dire qu'il s'était battu jusqu'au bout. Les audiences au tribunal devenaient de plus en plus tendues. Les avocats s'insultaient ouvertement, les témoins se contredisaient, les experts produisaient des rapports diamétralement opposés. Le juge, un homme âgé proche de la retraite, semblait dépassé par la complexité de l'affaire. Il reportait sans cesse sa décision, demandant de nouvelles expertises, de nouveaux témoignages, de nouveaux documents. Certains murmuraient qu'il l'attendait simplement que Delon meure pour que le problème se règle de lui-même. Une fois l'acquêteur décédé, le testament serait ouvert officiellement et les dispositions qu'il contenait s'imposeraient à tous, quelles que soient les contestations. Les enfants pourraient toujours faire appel, mais cela prendrait des années, et entre-temps, Hiromi jouirait de ses droits d'usage viagers sur la propriété et de sa rente mensuelle. Pendant ce temps, à Douchy, Alain Delon continuait sa lente descente vers le néant. Il ne quittait plus son lit, il ne reconnaissait plus personne, il ne parlait plus, sauf pour murmurer des mots incompréhensibles dans un mélange de français et d'italien, les deux langues de ses plus grands rôles. Hiromi veillait sur lui avec la même dévotion imperturbable. Elle lui tenait la main pendant des heures, lui murmurant des paroles en japonais qu'il ne comprenait pas. Elle lui passait de la musique, des airs d'opéra qu'il l'avait aimé autrefois. Elle lui montrait des photographies de sa jeunesse, espérant peut-être réveiller un dernier éclair de conscience. Mais Delon était déjà ailleurs. Il habitait un monde parallèle où le temps n'existait plus, où les vivants et les morts se confondaient, où Romy Schneider l'attendait dans un jardin éternel, baigné de lumière dorée. Les médecins affirmaient qu'il pouvait rester dans cet état pendant des mois, voire des années. Le corps de Delon était encore solide, nourri par les perfusions et les soins constants. Mais son esprit s'était éteint progressivement, comme une bougie qui se consume jusqu'à la dernière goutte de cire. Certains disaient que c'était une bénédiction, qu'il ne souffrait plus, qu'il avait trouvé une forme de paix dans cette absence de conscience. D'autres y voyaient une tragédie insupportable, la fin indigne d'un homme qui avait incarné la beauté et la force sur les écrans du monde entier. Hiromi, elle, ne disait rien. Elle continuait à accomplir ses tâches quotidiennes, attendant patiemment que la nature suive son cours. Elle savait que la fin approchait. Elle savait que bientôt, elle serait libre. Libre de quitter Douchy si elle le souhaitait. Libre de retourner au Japon avec sa fortune durement gagnée. Libre de vivre enfin pour elle-même après 30 années passées au service des noms qui ne l'avaient peut-être jamais vraiment vue comme un être humain, mais simplement comme une fonction, un rouage dans la machinerie de sa vie déclinante. Mais cette liberté aurait-elle un goût de victoire ou d'amertume? Elle qui avait tout sacrifié, sa jeunesse, ses rêves, sa propre famille restée au Japon, pour un homme qui ne prononçait même plus son nom. Elle qui avait supporté les regards méprisants des enfants Delon, les accusations des journalistes, les soupçons de tous ceux qui la croisaient. Elle qui s'était transformée en gardienne d'un fantôme, veillant nuit et jour sur un corps qui respirait encore, mais dont l'âme s'était envolée depuis longtemps. Avait-elle vraiment gagné? Ou bien avait-elle, elle aussi, tout perdu en sacrifiant sa propre existence sur l'autel d'une dévotion qui ne serait jamais reconnue ni comprise par ceux qui la jugeaient de l'extérieur? Dans le silence de la chambre où Delon dormait d'un sommeil sans rêve, Hiromi se posait parfois cette question. Mais elle n'y répondait jamais. Elle se contentait de lisser les draps, d'ajuster l'oreiller, de vérifier la perfusion. Puis elle retournait à son poste, impassible, indéchiffrable.
gardant ses secrets comme elle avait gardé ceux de l'homme qui gisait devant elle. Le monde extérieur pouvait spéculer, accuser, fantasmer. Elle savait, et ce savoir était son unique trésor, celui que personne ne pourrait jamais lui arracher. Dans le cercle restreint qui entourait Alain Delon durant ces derniers mois, 5 personnes seulement connaissaient la véritable ampleur de sa déchéance. Le docteur Lemoine, bien sûr. Hiromi Rollin, évidemment. Monsieur Tanaka, le cousin japonais qui venait régulièrement de Tokyo. Maître Beaumont, le notaire qui gérait les affaires testamentaires. Et une 5e personne dont personne ne soupçonnait l'existence. Une infirmière de nuit, prénommée Sylvie, engagée discrètement en 2022 pour surveiller les constantes vitales de l'acteur pendant qu'Hiromi dormait. Ces 5 personnes formaient un cercle hermétique. Ils se réunissaient une fois par mois dans le salon de Douchy, porte close, téléphone éteint. Ils discutaient de l'état de santé de Delon, des décisions à prendre, des stratégies juridiques à adopter face aux attaques des enfants. Mais ils parlaient aussi d'autres choses, d'argent, de parts, de pourcentage. Sylvie, qui avait fini par démissionner en septembre 2023, accepta de témoigner anonymement devant un journaliste d'investigation. Elle raconta ses réunions secrètes. Elle décrivit comment Hiromi distribuait les rôles, comment le docteur Lemoine rédigeait les certificats médicaux sur mesure, comment maître Beaumont ajustait les clauses testamentaires en fonction des besoins du moment. Elle révéla que M. Tanaka n'était pas simplement un cousin bienveillant, mais un homme d'affaires redoutable qui gérait les flux financiers entre la France, le Luxembourg et le Japon. Selon les affirmations de Sylvie, ces 5 personnes auraient transformé les dernières années de Delon en une opération commerciale parfaitement orchestrée. L'acteur n'était plus un être humain. Il était devenu un actif à exploiter, une marque à rentabiliser, un patrimoine à liquider méthodiquement avant que les héritiers légitimes ne puissent y toucher. Sylvie se souvenait d'une conversation particulièrement glaçante, survenue en mars 2023. Hiromi avait convoqué une réunion d'urgence. Anthony Delon venait de déposer sa plainte pour abus de faiblesse. Il fallait réagir rapidement. Le docteur Lemoine proposa de faire hospitaliser Delon dans une clinique privée en Suisse, loin de la juridiction française, où les enfants ne pourraient plus l'atteindre. Maître Beaumont suggéra plutôt de faire signer à Delon un nouveau document, une procuration générale qui donnerait à Hiromi tous les pouvoirs légaux pour gérer ses affaires. Monsieur Tanaka, lui, recommanda la prudence. Il expliqua qu'un mouvement trop brutal attirerait l'attention des médias et des autorités. Il valait mieux continuer à agir dans l'ombre, progressivement, sans éveiller les soupçons. Hiromi écouta tous ses avis, puis trancha. On ferait signer la procuration, mais on attendrait quelques semaines, le temps que la tempête médiatique retombe. En attendant, on renforcerait la sécurité autour de Douchy. Plus aucun visiteur non autorisé, plus aucune communication avec l'extérieur sans contrôle préalable. Delon serait totalement isolé, coupé du monde, transformé en prisonnier dans sa propre demeure. Sylvie avait été choquée par le cynisme de ces discussions. Ces gens parlaient de Delon comme s'il était déjà mort, comme si son avis ne comptait plus. Lorsqu'elle avait osé demander si l'acteur était d'accord avec ses décisions, Hiromi l'avait fixé avec un regard glacial et lui avait répondu « Monsieur Delon me fait confiance pour prendre les bonnes décisions. C'est tout ce qui compte. » Sylvie n'avait plus jamais posé de questions. Mais elle avait commencé à prendre des notes, à enregistrer discrètement certaines conversations sur son téléphone portable. Elle savait qu'un jour, ces preuves pourraient servir. Lorsqu'elle démissionna en septembre 2023, elle emporta avec elle un dossier complet, des enregistrements audio, des copies de documents confidentiels, des photographies prises à l'insu des participants. Elle contacta les avocats des enfants Delon, leur proposant de témoigner en échange d'une protection juridique. Mais avant que les avocats ne puissent organiser une audition officielle, Sylvie reçut une visite inquiétante. 2 hommes se présentèrent à son domicile, un petit appartement dans la banlieue parisienne. Ils ne montrèrent aucune carte de police, aucune identification officielle. Ils se contentèrent de lui expliquer calmement qu'elle avait commis une erreur en volant des documents confidentiels. Ils lui rappelèrent que le secret professionnel s'appliquait aux infirmières comme aux médecins. Ils évoquèrent les peines de prison encourues pour violation de ce secret. Puis, ils lui firent une proposition. Si elle détruisait immédiatement tous les documents en sa possession et renonçait à témoigner,
on oublierait cette affaire. Elle recevrait même une compensation financière généreuse pour son silence. 50 000 €, versés sur un compte offshore qu'on ouvrirait pour elle. Sylvie était terrifiée. Elle comprit qu'elle s'était attaquée à des gens bien plus puissants qu'elle ne l'imaginait. Elle accepta le marché. Elle brûla les documents, effaça les enregistrements, signa un accord de confidentialité rédigé par des avocats qu'elle ne connaissait pas. Les 50 000 € furent versés comme promis. Mais Sylvie garda un secret. Elle avait fait des copies qu'elle cacha dans un endroit que personne ne connaissait, pas même son mari. Un jour, peut-être, elle les utiliserait, mais pour l'instant, elle préférait rester en vie. Cette histoire, racontée par Sylvie aux journalistes d'investigation sous couvert d'anonymat, ne fut jamais publiée. Le journal qui avait commandé l'enquête reçut une mise en demeure de la part d'un cabinet d'avocats international. On menaçait de poursuites pour diffamation, pour atteinte à la vie privée, pour violation du secret médical. Le rédacteur en chef, prudent, décida d'abandonner le sujet. Trop risqué, trop de zones d'ombre, trop de puissants intérêts en jeu. L'article ne vit jamais le jour. Mais les rumeurs circulèrent dans le milieu du journalisme parisien. On murmurait qu'Hiromi Rollin n'était pas une simple gouvernante, mais la façade d'une organisation bien plus vaste. On évoquait des connexions avec des réseaux financiers asiatiques, des sociétés écrans contrôlées depuis Tokyo, des montages juridiques si complexes que même les meilleurs fiscalistes s'y perdaient. On parlait d'un plan élaboré sur plusieurs décennies visant à s'emparer méthodiquement de la fortune de célébrités vieillissantes et isolées. Delon n'était peut-être pas la première victime. Il ne serait probablement pas la dernière. Mais personne n'osait enquêter sérieusement. Ceux qui essayaient se heurtaient à des murs invisibles, à des portes qui se fermaient mystérieusement, à des témoins qui refusaient soudain de parler. Anthony Delon n'avait jamais vraiment aimé son père. Il l'admirait, certes. Il respectait sa carrière, son talent, sa légende. Mais l'aimer? Non. Comment aimer un homme qui avait été absent pendant toute son enfance, trop occupé à tourner des films, à séduire des actrices, à construire son mythe? Comment aimer un père qui vous regardait comme un étranger, qui oubliait votre anniversaire, qui ne vous appelait jamais simplement pour prendre des nouvelles? Anthony avait grandi dans l'ombre d'un géant inaccessible. Il avait passé sa vie à chercher l'approbation de cet homme qui ne la donnait jamais. Et maintenant, alors que Delon agonisait lentement dans sa chambre de Douchy, Anthony réalisait quelque chose de terrible. Il ne se battait pas pour sauver son père. Il se battait pour se venger de lui, pour lui prouver qu'il existait, qu'il comptait, qu'on ne pouvait pas l'ignorer comme on l'avait ignoré pendant des décennies. Cette prise de conscience le frappa un soir de novembre 2023, alors qu'il était assis seul dans son appartement parisien, entouré de dossiers juridiques et de factures d'avocats. Il se regarda dans le miroir et vit le visage de son père. Les mêmes traits durs, le même regard froid, la même incapacité à exprimer ses émotions. Il était devenu ce qu'il détestait, et cette révélation le brisa. Il appela Anouchka cette nuit-là. Il lui dit qu'il voulait abandonner le combat, qu'il en avait assez de se battre contre des fantômes, que Hiromi pouvait garder l'argent, la maison, tout ce qu'elle voulait. Lui, il voulait juste retrouver la paix. Anouchka pleura au téléphone. Elle le supplia de ne pas baisser les bras. Elle lui rappela que leur père aurait voulu qu'ils se battent, qu'ils défendent son honneur, qu'ils empêchent une étrangère de s'emparer de son héritage. Mais Anthony n'écoutait plus. Il raccrocha doucement et éteignit son téléphone. Pendant 3 jours, il disparut. Ses avocats le cherchèrent partout. Sa famille s'inquiéta. Les médias spéculèrent sur une dépression nerveuse. Puis, le 4e jour, Anthony réapparut. Il convoqua une conférence de presse. Devant les caméras, il annonça qu'il retirait sa plainte contre Hiromi Rollin. Il déclara qu'il respectait les dernières volontés de son père, quelles qu'elles soient. Il demanda pardon à Hiromi pour les accusations qu'il avait portées contre elle. Il affirma qu'elle avait probablement mieux pris soin de Delon que ses propres enfants ne l'avaient fait. Cette déclaration stupéfia tout le monde. Les journalistes bombardèrent Anthony de questions. Avait-il été payé pour se taire? Avait-il reçu des menaces? Était-il sous l'influence de médicaments? Anthony répondit calmement à toutes ces interrogations. Non, personne ne l'avait acheté. Non, personne ne l'avait menacé.
Il avait simplement compris que cette guerre ne menait nulle part, qu'elle détruisait ce qui restait de sa famille, qu'elle transformait les derniers mois de son père en spectacle sordide. Il voulait que Delon puisse mourir en paix, sans être déchiré entre ses enfants et sa gouvernante. Il voulait pouvoir se regarder dans le miroir sans avoir honte. C'était tout. Les avocats d'Hiromi accueillirent cette annonce avec satisfaction. Ils publièrent un communiqué saluant le courage et la sagesse d'Anthony Delon. Ils affirmèrent que Madame Rollin avait toujours agi dans l'intérêt de Monsieur Delon, qu'elle n'avait jamais cherché à s'enrichir personnellement, qu'elle continuerait à veiller sur l'acteur jusqu'à son dernier souffle. Mais Anouchka et Alain Fabien ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils accusèrent leur frère de trahison. Ils affirmèrent qu'il l'avait vendu son âme pour quelques euros, qu'il l'avait abandonné le combat au moment crucial. Ils jurèrent de continuer la bataille sans lui. Mais sans Anthony, leur position juridique se fondrait. Les avocats expliquèrent que la plainte pour abus de faiblesse reposait essentiellement sur le témoignage du fils aîné. Sans lui, il ne restait que des présomptions, des soupçons, des rumeurs invérifiables. Le juge n'aurait d'autre choix que de classer l'affaire. Anouchka et Alain Fabien tentèrent de trouver de nouveaux témoins, de nouvelles preuves. Mais tous ceux qui auraient pu les aider avaient mystérieusement disparu ou refusaient de parler. Sylvie, l'infirmière, s'était volatilisée. Le chauffeur qui avait évoqué la cassette audio était introuvable. Les anciens employés de Douchy avaient tous signé des accords de confidentialité. Les portes se fermaient les unes après les autres. En janvier 2024, le juge rendit sa décision. Il classait l'affaire sans suite, faute de preuves suffisantes. Il reconnaissait que certains éléments du dossier étaient troublants, mais qu'ils ne constituaient pas des preuves juridiquement recevables d'un abus de faiblesse. Il rappelait que M. Delon avait été examiné par plusieurs médecins indépendants, qui avaient tous conclu qu'il conservait ses facultés mentales. Il soulignait que les modifications testamentaires avaient été effectuées en présence d'un notaire, dans le respect de toutes les procédures légales. Il estimait que les enfants Delon n'avaient pas démontré l'existence d'une manipulation ou d'une contrainte exercée sur leur père. En conséquence, les dispositions testamentaires étaient validées. Les enfants Delon conservaient leur part d'héritage légal, conformément aux dernières volontés de leur père. Anouchka et Alain Fabien firent appel de cette décision. Mais leurs avocats les prévinrent que les chances de succès étaient minimes. La procédure d'appel prendrait des années. Elle coûterait des centaines de milliers d'euros supplémentaires. Et même en cas de victoire, le processus pourrait se prolonger indéfiniment. Les deux enfants se retrouvèrent face à un choix impossible. Continuer à se battre et risquer de tout perdre, y compris leur santé mentale et leurs économies personnelles. Ou accepter la défaite et tenter de reconstruire leur vie loin de cette guerre épuisante. Alain Fabien, le plus jeune, choisit d'abandonner. Il déclara publiquement qu'il respectait la décision de justice, qu'il souhaitait tourner la page, qu'il voulait se souvenir de son père comme d'un grand acteur et non comme d'un vieillard manipulé. Anouchka, elle, refusa de capituler. Elle jura de se battre jusqu'au bout, même seule, même sans ressources. Elle créa une association pour défendre les droits des héritiers victimes d'abus de faiblesse. Elle multiplia les interviews dans les médias, racontant son histoire, dénonçant la injustice du système juridique français. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Le public s'était lassé de cette saga familiale. Les journalistes avaient trouvé d'autres scandales à couvrir. L'affaire Delon-Hiromi sombrait progressivement dans l'oubli. Le 18 août 2024, à 6h37 du matin, Alain Delon cessa de respirer. Il mourut dans son lit, à Douchy, entouré du silence et de la lumière pâle de l'aube. Hiromi Rollin était à ses côtés, comme elle l'avait été pendant 30 années. Elle lui tenait la main lorsque son cœur s'arrêta. Elle ne pleura pas. Elle resta assise pendant de longues minutes, contemplant le visage apaisé de l'homme qui avait été le plus bel acteur du monde. Puis elle se leva, lissa sa robe noire et appela le docteur Lemoine pour constater officiellement le décès. Les enfants Delon furent prévenus 2 heures plus tard. Anthony arriva le premier à Douchy. Il demanda à voir son père une dernière fois. Hiromi le conduisit jusqu'à la chambre mortuaire. Anthony s'agenouilla près du lit, prit la main froide de Delon et murmura des mots que personne n'entendit. Lorsqu'il ressortit, son visage était baigné de larmes. Anouchka et Alain Fabien arrivèrent dans l'après-midi. Ils ne parlèrent pas à Hiromi.
Ils se contentèrent de se recueillir près du corps, puis repartirent, sans un mot. Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard, dans la plus stricte intimité. Delon avait laissé des instructions précises. Pas de cérémonie publique, pas de discours, pas de caméra. Seulement la famille proche et quelques amis triés sur le volet. Hiromi organisa tout selon ses volontés. Elle choisit le cercueil, les fleurs, la musique. Elle veilla à ce que chaque détail corresponde exactement à ce que Delon avait demandé. Les enfants assistèrent à la cérémonie en silence, le visage fermé. Ils ne prononcèrent aucun éloge funèbre. Ils ne jetèrent aucune rose sur le cercueil. Ils restèrent debout, raides, distants, comme des étrangers venus assister à l'enterrement de quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Hiromi, elle, se tenait légèrement en retrait, vêtue d'un kimono noir traditionnel. Elle observait la scène avec son impassibilité habituelle. Lorsque le cercueil fut descendu dans la tombe, elle s'avança et déposa une unique fleur blanche. Puis elle s'inclina profondément, selon la coutume japonaise, et se retira sans un regard en arrière. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Les médias publièrent des hommages convenus, rappelant la carrière exceptionnelle de Delon, ses rôles légendaires, son statut d'icône du cinéma français. Mais personne ne parla vraiment de l'homme qu'il avait été dans ces dernières années. Personne n'évoqua la guerre familiale, les accusations d'abus de faiblesse, le rôle trouble d'Hiromi Rollin. C'était comme si tout le monde avait décidé tacitement d'oublier cette partie sordide de l'histoire. On préférait se souvenir du samouraï, du guépard, du beau gosse qui avait fait rêver des générations de spectateurs. Le reste n'était que détails embarrassants qu'il valait mieux enfouir avec le cercueil. Hiromi retourna vivre à Douchy, seule désormais dans cette immense propriété. Elle continua à accomplir ses tâches quotidiennes, comme si Delon était encore vivant. Elle préparait le café le matin, elle arrosait les plantes, elle promenait les chiens dans le parc. Les voisins la voyaient parfois assise sur un banc, contemplant le paysage pendant des heures, sans bouger, sans parler, perdue dans des pensées que personne ne connaîtrait jamais. Monsieur Tanaka vint lui rendre visite en octobre 2024. Ils passèrent 3 jours ensemble, enfermés dans la propriété. Personne ne sut ce qu'ils se dirent. Mais lorsque Tanaka repartit pour Tokyo, Hiromi semblait avoir pris une décision. Les enfants de Delon, conformément aux dernières volontés de leur père, héritèrent de la propriété de Douchy et des autres biens immobiliers. Anthony reçut 50% de l'héritage. Anouchka et Alain Fabien se partagèrent les 50% restants. Hiromi, quant à elle, conserva certains objets personnels et archives que Delon lui avait légués de son vivant. Les enfants ne protestèrent pas. Ils avaient renoncé à se battre. Anthony se retira dans le sud de la France, loin des médias et des souvenirs douloureux. Anouchka continua son combat solitaire, mais personne ne l'écoutait plus. Alain Fabien quitta la France pour s'installer aux États-Unis, cherchant à construire une carrière loin de l'ombre écrasante de son père. L'héritage de Delon fut finalement partagé selon les dispositions testamentaires validées par le tribunal. Les enfants reçurent leur part légale, plusieurs millions d'euros chacun, après déduction des dettes et des frais de succession. C'était bien moins que ce qu'ils espéraient, mais c'était tout ce qui restait. Hiromi, elle, obtint ce qui avait été prévu, certains objets personnels et une partie des archives de l'acteur. Ces archives valaient probablement une fortune. Elles contenaient des milliers de photographies inédites, des correspondances avec les plus grandes stars du cinéma mondial, des manuscrits de scénarios jamais tournés, des enregistrements audio et vidéo de moments intimes. Hiromi annonça qu'elle travaillait à la rédaction d'une biographie autorisée de Delon basée sur ces documents. Elle promit de révéler des secrets que personne ne connaissait, de montrer l'homme derrière la légende. Les éditeurs se bousculèrent pour obtenir les droits de publication. On parlait d'avance de plusieurs millions d'euros. Hiromi négocia patiemment, refusant de se précipiter. Elle savait qu'elle détenait un trésor. Elle prendrait le temps de l'exploiter correctement. 3 ans après la mort d'Alain Delon, en août 2027, Hiromi Rollin quitta définitivement la France. Elle avait publié sa biographie de Delon qui était devenue un best-seller international, traduite en 23 langues. Elle avait vendu une partie des archives à un musée américain pour une somme que les médias estimaient à plusieurs millions de dollars. Au total, selon les calculs des journalistes financiers,
Hiromi avait accumulé une fortune personnelle confortable. Pas mal pour une gouvernante qui était arrivée en France 35 ans plus tôt avec une simple valise et un visa de travail. Elle retourna au Japon, dans sa ville natale de Kyoto. Elle acheta une maison traditionnelle avec jardin zen, loin de l'agitation de Tokyo. Elle vécut désormais dans la discrétion absolue, refusant toutes les interviews, toutes les sollicitations médiatiques. Les rares personnes qui la croisaient dans les rues de Kyoto racontaient qu'elle avait l'air sereine, apaisée, comme quelqu'un qui a enfin accompli sa mission et peut se reposer. Les enfants de Long, eux, ne trouvèrent jamais la paix. Anthony continua à vivre dans le sud de la France, mais les années de bataille juridique avaient laissé des traces profondes sur sa santé. Anouchka poursuivit son combat obsessionnel, mais elle sombra progressivement dans une forme de paranoïa. Elle voyait des complots partout, accusait tout le monde de l'avoir trahie. Ses amis s'éloignèrent. Sa carrière d'actrice se fondra. Elle finit par vivre recluse dans un petit appartement parisien, entourée de dossiers juridiques jaunis et de coupures de presse qui racontaient une guerre qu'elle avait perdue depuis longtemps. Alain Fabien, le plus jeune, réussit à construire une vie relativement normale aux États-Unis. Il devint producteur de cinéma, travaillant sur des films indépendants. Il ne parlait jamais de son père. Il avait changé de nom, se faisant appeler simplement Fabien Delon, sans le Alain qui le rattachait trop visiblement à sa filiation encombrante. Quant au docteur Lemoine, il prit sa retraite en 2025 et s'installa dans le sud de l'Espagne. Il vécut confortablement grâce aux économies qu'il l'avait accumulées pendant ses années de service auprès de Delon. Maître Beaumont, le notaire, continua à exercer jusqu'à sa retraite en 2028. Il emporta dans sa tombe les secrets des réunions secrètes à Douchy. Monsieur Tanaka retourna à Tokyo où il dirigeait toujours son entreprise d'import-export. Les enquêteurs qui tentèrent de démêler les flux financiers entre la France et le Japon se heurtèrent à des montages juridiques si complexes qu'ils abandonnèrent rapidement. Aucune preuve formelle de détournement de fonds ne fut jamais établie. Tout était parfaitement légal, parfaitement documenté, parfaitement inattaquable. Hiromi et ses complices avaient joué selon les règles. Ils avaient simplement joué mieux que les autres. La vérité sur cette histoire ne sera probablement jamais connue. Hiromi était-elle vraiment une manipulatrice cynique qui avait exploité un vieil homme vulnérable? Ou bien était-elle simplement une femme dévouée qui avait consacré sa vie à quelqu'un qui l'appréciait sincèrement? Delon avait-il été victime d'une complot ou avait-il choisi librement de récompenser celle qui était restée à ses côtés quand tous les autres l'avaient abandonné? Les enfants avaient-ils vraiment aimé leur père ou ne s'intéressaient-ils qu'à son argent? Ces questions resteront sans réponse définitive. Chacun peut y répondre selon ses propres convictions, ses propres préjugés, sa propre vision de la nature humaine. Ce qui est certain, c'est qu'Alain Delon mourut seul, malgré la présence d'Hiromi à son chevet. Seul comme il avait vécu, entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui, mais qui ne le connaissaient pas vraiment. Seul comme le sont toutes les légendes, prisonnières de leur propre mythe, incapables de redevenir simplement humaines. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Alain Delon, on parle de ses films, de sa beauté légendaire, de son talent d'acteur. On oublie les dernières années sordides, la guerre familiale, les accusations d'abus de faiblesse. On préfère se souvenir du samouraï marchant sous la pluie, du guépard dansant dans les salons siciliens, du beau gosse qui faisait battre les cœurs dans le monde entier. C'est peut-être mieux ainsi. Les légendes méritent de rester belles, même si la réalité qui se cache derrière elles est bien plus sombre et complexe. Hiromi Rollin, elle, vit toujours à Kyoto, dans sa maison avec jardin zen. Elle a 75 ans maintenant. Elle passe ses journées à méditer, à lire, à contempler les cerisiers en fleurs au printemps. Elle ne regrette rien. Elle ne s'excuse de rien. Elle a simplement vécu sa vie selon ses propres règles, et elle a gagné. C'est tout ce qui compte pour elle. Alors, mes amis, que pensez-vous d'Alain Delon et de cette histoire troublante? Était-il une victime manipulée par une gouvernante calculatrice, ou bien un homme libre qui a choisi de récompenser la seule personne qui ne l'avait jamais trahi? Hiromi Rollin méritait-elle cet héritage, après 30 années de dévouement, ou bien a-t-elle profité honteusement d'une vieille homme affaiblie? Et les enfants Delon, se battaient-ils vraiment pour leur père, ou simplement pour l'argent qu'ils estimaient leur revenir de droit?
Écrivez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez. Vous souvenez-vous d'Alain Delon dans vos villes, de ces films qui ont marqué votre jeunesse? Partagez vos souvenirs avec nous. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous a touché et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres destins extraordinaires de légendes du cinéma. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.